Elle va pas me lâcher. Elle me dit caresse-moi, tu n'as pas le droit de m'ignorer. Mais moi, je vais commencer à parler, Galen. J'ai lancé mon enregistrement, c'est pour m'enregistrer. C'est pas pour te faire des câlins. Oui, mais pourquoi t'immortalises pas tes câlins avec moi plutôt que tes critiques de livres alors que tout le monde s'en fout? Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui m'écoutent. Moi, je t'écoute. Il y a que moi qui t'écoute, alors tu pourrais quand même me prendre en compte. Ouais, ça, c'est vrai que toi, t'écoutes toutes mes critiques de livres. Allez, je préfère les câlins. Tu pourrais quand même prendre mon avis un peu en considération. En plus, t'es mouillé. J'ai raison de plus, suis-moi, enfin. Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la suite de McCorbin, donc toujours de Anne Bishop, le tome 4, Empreinte fauve. Le fauve qui est la chose qui se trouve à côté de moi et qui va certainement me rapporter son jouet d'ici quelques secondes. Commentaire général, j'ai pas grand chose à vous en dire parce que j'ai lu les tomes précédents, vous savez pourquoi je suis là, vous savez ce que je pense de cette saga de manière générale et de cet auteur, et c'est toujours aussi cool. Je vous avais dit que j'avais un peu de mal avec Dune et je me disais c'est dommage que je suis pas sur McCorbin. J'ai eu du mal même avec McCorbin, donc pour vous dire que ma migraine était assez vénère. En tout cas les tomes précédents, ça allait, j'avais pas de problème du tout avec McCorbin et je me disais que c'était un livre justement qui demandait pas trop d'efforts et ça me reposait. Bon là, j'ai un peu galéré. C'est pas qu'il soit devenu hyper intellectuel, je vous le dirai après, c'est probablement aussi mon état qui était vraiment pas ouf. Alors en résumé, je vous avais dit la dernière fois qu'on était avec l'augmentation du racisme des deux côtés qui augmentait, les pro-humains qui étaient vraiment hyper violents et qui complotaient des trucs, les principaux instigateurs du mouvement anti-autres. Ils étaient à Celle Romano, donc en Europe. Mark Griff, il était, je crois, toujours aux États-Unis, mais il comptait aller en Europe plus tard pour récolter les lauriers de ce mouvement, de ce qu'il avait semé, etc. Mark Griff, qui était donc le nouveau copain de la femme d'un des flics, mais la femme qui s'est fait tuer justement par un complice de ce mec dans le tome précédent. Du coup, la fille du flic se retrouve sans mère. Donc le mouvement anti-terrain indigène progresse et devient de plus en plus radical. Il est principalement basé à Celle Romano, mais à Tahitya, on sait que plein de gens y sont aussi sensibles. Évidemment, ils pénalisent tous ceux qu'ils appellent les pro-loups. Ils les attaquent, ils brûlent leurs maisons, ils les menacent de plus leur vente de nourriture, etc. Donc c'est assez horrible. Les gens sont vraiment obligés de choisir leur camp, sinon ils se font directement étiqueter d'un côté ou de l'autre, et souvent de l'autre. Évidemment, les terrains indigènes aussi sont un peu énervés. On avait découvert qu'il y avait les aînés, donc les terrains indigènes plus puissants que tous ceux qu'on connaissait, qui arrête pas de sonner, qui avaient décidé d'exterminer l'humanité, et qui hésitaient, et qui disaient, vu que ça se passe bien avec McCorbin et avec votre petite meute d'humains que vous avez dans l'enclos de Lakeside, on va vous laisser un peu de temps, et peut-être que si ça se passe bien, on en épargnera quelques-uns. Donc on était resté là-dessus, et je me disais, il y aura peut-être pas la guerre, apparemment dans chaque tome on va avoir une enquête, et on va en rester à peu près à ce stade, mais si, je peux vous le dire, dans ce tome, c'est la guerre. Voilà. T'as raison, Galan, illustre la guerre avec les bruits de sa gamelle. Histoire, on est toujours principalement du point de vue de McCorbin, mais on a toujours aussi du point de vue de Simon, mais on a aussi du point de vue de Vlad, on a du point de vue des flics, ça c'était déjà le cas avant. On a des points de vue différents, après je trouve pas qu'ils ont apporté tant de choses que ça. Si, on a des loups d'autres villes aussi. Je crois qu'on a eu un certain Joe, on a eu un autre Jackson, je crois. Il y a eu plusieurs loups, après ils m'ont pas énormément marqué, comme vous pouvez le constater au fait que je sois pas sûre, mais on a vu beaucoup plus d'endroits différents de Tahitya, on a vu un peu d'endroits aussi à Celle Romano, même si là-bas on a suivi aucun perso en particulier, on a vu des choses assez génériques, où on faisait des îles à propos des habitants des villes, de l'armée qui recrute, des habitants des villages qui eux respectaient encore les anciennes traditions et qui faisaient des offrandes aux autres, etc. Des habitants de la côte, etc. qui étaient aussi plus sensibles à l'existence de certaines créatures auxquelles les gens des villes avaient cessé de croire, etc. Donc on a des trucs assez génériques sur Celle Romano, mais sinon il n'y a que à Tahitya qu'on suit vraiment des gens précis. On va voir beaucoup plus d'endroits dans le monde et plus de persos, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à suivre et qu'à des moments j'étais un peu paumée. Je pense que c'est aussi parce qu'on a des échanges de lettres
entre les persos, et que dans ces cas-là, il y a écrit A, deux points, le destinataire au début, et la signature de celui qui écrit les lettres à la fin. Déjà en fait souvent du coup ça manquait de ponctuation, donc ça faisait que la synthèse parlait très vite et que je comprenais pas trop dans quoi j'étais, et je comprenais pas toujours qui parlait, quand est-ce que ça avait changé, etc. Donc je pense que c'est ce truc de lettres échangées qu'il y avait en chaque fin de chapitre qui m'a un peu paumée et qui faisait qu'à des moments j'avais l'impression de plus trop suivre. Il y en avait déjà un peu dans le tome précédent, mais il y en avait beaucoup moins. Et il me semble que c'était que des petites lettres, enfin des toutes petites missives courtes, énigmatiques, où on sentait que ça parlait un peu en code et tout, qui étaient signées MG. Donc bon, MG, Marc Griff, hein, je pense qu'on est tous au courant. Mais là, il y en avait beaucoup plus. Il y avait des échanges entre les Sanguinati, des échanges entre les loups, des échanges entre les flics et les loups. Il y avait toujours des lettres de Marc Griff à différentes personnes, etc. Mais il y avait vraiment beaucoup de lettres échangées. Donc c'est bien, parce que d'un côté, ça nous donne une vision beaucoup plus globale de l'univers. Mais d'un autre côté, comme je vous disais, moi, ça m'a pas facilité le fait de suivre avec le côté A, machin, et la signature à la fin. Je comprenais pas qui parlait et tout, ça passait trop vite et j'avais du mal. Donc quand j'ai lu un peu ligne par moment, ça a été mieux. Mais moi, j'aime pas faire ça, je vous l'ai déjà dit, donc je l'ai pas trop fait. Et il y a des moments où je pense que j'ai pas tout suivi. En livre audio, ça aurait sûrement été plus facile. Bon, voilà. Concept, on est toujours sur le racisme et le fait d'apprendre à l'humanité à respecter la nature en lui défonçant la gueule. Étant un petit peu écolo, j'aime bien, je dois dire. Hein. Je pense que peut-être des gens qui sont pas du tout sensibles à ces problématiques-là, ça leur parlerait beaucoup moins. Ouais, je pense que c'est une question de sensibilité, qu'il y a des gens qui vont trouver ça défoulant, agréable, et qui vont se dire bah voilà, les humains de merde, c'est bien fait pour leur gueule et tout. Mais si vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, peut-être que vous allez pas trop aimer. Après, peut-être qu'il y a des gens aussi qui peuvent se dire bon bah ça fait réfléchir, ça nous remet en question. On n'a pas beaucoup de prédateurs, on n'a pas beaucoup de choses qui nous mettent vraiment en danger, à part éventuellement les virus, n'est-ce pas, hein, mais sinon, c'est vrai qu'en termes d'animaux et compagnie, il n'y a pas grand-chose, et que peut-être ça pourrait nous faire du bien, ça nous rappellerait un peu l'humilité. C'est une problématique qu'on voit dans beaucoup de bouquins, c'était déjà un peu le cas, et j'aimais déjà énormément ça, genre chez Robin Hobb avec les dragons ou ce genre de trucs. Moi j'aime beaucoup quand il y a des prédateurs à l'humanité qui leur sont largement supérieurs, surtout qu'en général, les gens qui écrivent ça les font intelligents et avec plus de sens moral que la majorité de l'humanité, ou alors que la minorité qui prend les décisions qui concernent la majorité, malheureusement, parce que bon, c'est souvent les humains les plus immoraux qui ont le plus de pouvoir, et malheureusement, du coup, c'est leurs décisions qui nous concernent tous, alors qu'on les partagerait pas forcément, même si on va peut-être dire que c'est le pouvoir qui corrompt et que nous-mêmes on serait corrompus si on avait du pouvoir. Je suis pas trop convaincue, je pense que, comme il le disait d'ailleurs dans Dune, que c'est mieux de donner le pouvoir aux gens qui en veulent pas, que du coup, quand des gens veulent trop l'avoir, il faut s'en méfier et il faut pas leur donner. Moi je trouve ça sympa de voir l'humanité payer pour toutes ces conneries, et si vous aussi vous trouvez ça sympa, je pense que vous pouvez venir là, et je pense que c'est complètement le concept de ce livre. Déroulement de l'intrigue, donc oui, je vous l'ai dit, alternance de points de vue, il y a toujours un espèce de crescendo où on se doute que ça va chier. Dans ce livre-là, on nous le dit vraiment, on le voit vraiment venir, on sent le truc vraiment monter, et ça finit par péter. Donc il n'y a pas le côté ça monte éternellement et il se passe jamais rien. Là, ça finit vraiment par péter. On voit vraiment que les élémentaires, parce que je vous avais dit, il y a les élémentaires de l'océan, etc., des trucs assez importants, puis des éléments, évidemment, comme leur nom l'indique, air, eau, etc. Mais pour l'eau, il y en a par mer, par océan, par lac et compagnie. Pour l'air, il y a aussi les poneys qui peuvent faire des tempêtes, des ouragans, des trucs comme ça. Donc tout cela vont préparer leur petite vengeance. Et évidemment, il y a les aînés qui vont passer aussi et qui nous font sentir qu'ils vont passer bientôt. Même les terres indigènes qu'on connaît sont en flip, les loups, enfin tous les gares, quoi, ils sont en flip. Et c'est pas mal, parce qu'on se rend bien compte que, en fait, on est dans des prédateurs de plus en plus importants. Il y a toute une échelle et l'humanité est un peu en bas. Ceux qu'on connaissait jusqu'à maintenant, ils sont juste au-dessus, mais ils sont pas si hauts que ça, etc. Donc moi j'aime bien. Encore une fois, ça marche bien parce que les aînés on les voit pas beaucoup et qui sont très mystérieux si on les voyait plus. Après il y a aussi le côté où c'est une force entre guillemets physique et magique. Intellectuellement, ils ont plus un côté instinctif où du coup il y a une espèce de sagesse élémentaire, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Mais on nous dit pas qu'ils sont suprêmement intelligents, qu'ils sont immortels, que c'est des dieux, machin. Donc c'est pas très grave que psychologiquement ils aient pas l'air énormément sophistiqués, je pense. C'est quand même facilité par le fait qu'on les voit pas beaucoup, le fait qu'ils aient vraiment une aura mystique.
D'ailleurs que même les surnaturels se détournent quand ils passent et disent ne regarde pas, etc. Donc en fin de compte, on n'a que des silhouettes littéralement d'eux, des ombres, des messages, etc. Et ça contribue à ce qu'il soit angoissant et c'est pas mal, même si c'est assez classique. On peut dire que c'est facile, entre guillemets, de toujours parler de l'indicible, comme Lovecraft ou quoi, de parler de choses pour te dire que finalement on va pas les montrer ou qu'on va pas en parler. Mais ça marche bien, et comme il y a un propos derrière et qu'il y a quand même de l'action autour et que c'est pas que ça m'a pas posé de problème. Et la fin, évidemment, j'y reviendrai. Personnage, Meg Corbin est toujours là, elle a toujours des angoisses sur les choses nouvelles, etc. Elle a toujours la responsabilité de trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Cassandra Sangué puissent supporter le monde sans se couper et finir par crever au bout des 1000 entailles. Donc là, elle entreprend de faire un jeu de cartes, parce que le fait que, comment elle s'appelle celle-là, Espoir, arrive à exprimer ses visions et à faire des prophéties par des dessins et pas en se coupant, elle s'est dit il y a un truc à creuser de ce côté-là. C'est peut-être par une vision quand même du coup en se coupant qu'elle a su qu'utiliser des cartes ça pourrait être bien, ou c'est peut-être par déduction, je me rappelle plus exactement. En tout cas elle a su qu'utiliser des cartes ça pouvait être bien. Donc elle a commencé à demander à des intuites de lui montrer des jeux de cartes, et elle a commencé à prendre celle qui lui avait l'air bien pour se construire son propre jeu en mélangeant plusieurs. Et donc elle commence à essayer de faire des prédictions avec ça, même si le problème qu'elle va expérimenter, c'est que d'une part, c'est moins précis, parce qu'il y a moins de cartes que d'images qu'elle a dans la tête, et que de deux, ça lui provoque pas d'euphorie, donc l'addiction aux coupures existe toujours, même si d'un point de vue purement vision, elle peut satisfaire ça autrement. Mais non seulement elle a la peur que, en se coupant pas, elle fasse une prédiction moins précise et que du coup il arrive quelque chose à ses amis parce qu'elle aura pas fait son maximum, et en plus elle est clairement en manque de l'euphorie que lui donnent les coupures. Donc elle en a toujours envie, mais elle a moins d'excuses pour le faire, donc les loups, les vampires et compagnie sont beaucoup plus en train de lui dire ne le fais pas et essaye de faire autrement. Sinon sa relation avec Simon va aussi un peu avancer, même si pas trop, parce qu'il se passe beaucoup d'autres choses à côté, donc il n'y a pas trop le temps. Et encore une fois, je vous le dis, pour moi c'est pas plus mal, mais j'aime beaucoup ce qui se passe entre eux et la manière dont ça avance. Simon, il est vraiment toujours comme avant, toujours un peu les mêmes problématiques aussi, il a peur de devenir trop humain, mais il a une conversation à ce propos avec Vlad, et Vlad lui dit t'inquiète pas, parce que Meg, elle t'aime justement parce que t'es pas humain, donc elle te laissera pas le devenir, et ça le rassure, et ça fonctionne bien, donc c'est pas mal. Il a vraiment cette problématique toujours d'avoir peur d'être trop proche d'eux, de s'attacher trop à eux, et d'être contaminé, entre guillemets, par leur souillure morale, vu que régulièrement les humains font des trucs qui le dégoûtent. Ouais, il a toujours un peu les mêmes problématiques qu'avant aussi, d'être le chef et de garder son côté dominant, etc. Même si de temps en temps, il ferme sa gueule devant des invités, devant des humains et surtout devant des femmes. Donc de temps en temps, voilà, il se pose la question, il a besoin de montrer un peu sa dominance et il sait pas trop comment rétablir son autorité. En même temps, vu le bordel qu'il y a dans le monde, personne n'a vraiment envie de prendre ses responsabilités à sa place, donc ça va. Donc voilà, rien d'exceptionnel par rapport à lui. Vlad, je vous disais qu'on a son point de vue, mais je trouve qu'on le connaît pas tant que ça et qu'il a pas beaucoup de personnalité, très honnêtement. La seule chose, c'est qu'il est plus subtil que les loups, qui sont vraiment avec un côté enfantin et instinctif. Les vampires, ils ont vraiment un côté plus humain, justement. Même si ils désapprouvent complètement ce que font les humains, et disent aussi qu'ils partagent leur dégoût, etc. Mais n'empêche qu'ils sont plus capables de mentir. Même si là aussi, Vlad, il est dégoûté, parce qu'à un moment, je crois que Meg lui ment, et il est dégoûté parce qu'elle lui ment, et il dit qu'il va réussir à pas hurler contrairement au loup, mais que ça lui a fait mal, etc. Mais justement, le fait qu'il est capable d'être entre guillemets hypocrite quand elle lui ment, et de pas lui montrer qu'il le sait, moi je vous dis... Oui, toi qui es derrière ton écran, je te le dis, les vampires sont quand même vachement plus humains que les autres gars. Du coup, Vlad, je trouve pas qu'il ait beaucoup d'originalité. On va voir d'autres vampires aussi, Tolia, Nyx, Stavros d'ailleurs, je crois que ça se prononce, je crois qu'il y en a, c'est la fin, qui vont être dans d'autres villes et qui vont aller à Tolen, je crois que ça s'appelle, je me rappelle pas comment ça s'écrit là pour le coup, donc je le prononce un peu comme ça me vient. La ville qui avait pris cher dans le tome précédent et qui va reprendre cher, il me semble, dans celui-là, parce que c'est là où il y a eu des gens du mouvement extrémiste. Donc ils vont payer ce qu'ils ont fait, enfin c'est un peu toute la ville qui va le payer. Donc ils vont envoyer des vampires pour reprendre la direction de la ville. On va avoir un peu toujours le Henri l'ours et Chester le coyote, mais on n'a pas trop leur point de vue, je crois qu'on les a peut-être un tout petit peu, mais vraiment presque pas. J'ai pas l'impression en fait que quelqu'un ait été complexifié ou qu'il y ait eu quoi que ce soit de vraiment intéressant psychologiquement là-dedans. Donc les personnages, je dirais qu'ils n'ont pas été plus creusés et qu'ils sont pas plus intéressants qu'avant et qu'il n'y a pas grand-chose à ce niveau. Mais ça veut pas dire que le livre était pas intéressant pour autant, c'est juste qu'on était vraiment dans l'action. Et en plus les personnages, on les a présentés au début, il y en a pas beaucoup de nouveaux. Il y en a un, il y a un nouveau flic, un certain Burke, si je me souviens bien, qui s'est rajouté au groupe, un flic d'une autre ville
qui est venu pour essayer de parler avec eux, pour en apprendre plus sur eux et savoir comment communiquer avec les terrains indigènes, etc. Et finalement, comme il va y avoir le déluge, on peut quasiment le dire comme ça, qui va se déchaîner sur le monde, il va être un peu coincé avec eux. Donc au début, les terrains indigènes vont un peu se méfier de lui, puis après ils vont quand même comprendre qu'il est sympa, etc. Mais bon, il a rien d'exceptionnellement plus particulier que les flics qu'on connaissait déjà. Donc rien de spécial au niveau des personnages, je dirais. L'apparence, moi je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Bon, si, on nous a parlé de l'apparence d'Océan, j'ai vraiment une bonne image d'elle avec des coquillages et des crustacés, tout ça dans les cheveux, des cheveux un peu bleu-vert en mode algue, sa peau qui est aussi comme de l'eau, qui a l'air vraiment liquide, etc. Le fait qu'elle laisse une trace liquide autour d'elle, qu'elle a une robe qui est comme des vagues qui ondulent et qui fait le bruit de l'océan et tout ça. Franchement, il y a des descriptions comme ça d'élémentaires ou de bestioles et tout qui sont vraiment bien, mais les descriptions des personnages humains ou en forme humaine, entre guillemets, je les ai pas trouvées très détaillées ou très passionnantes. Bon, comme je vous disais, les loups ont toujours les yeux d'ambre, les corbeaux ont souvent des plumes dans les cheveux, surtout quand ils sont stressés, et que du coup ils se transforment pas parfaitement bien. Tout ça, on le savait déjà avant, donc rien de spécial à ce niveau, vraiment. Personnalité, comme je vous disais, il n'y a rien de plus que d'habitude. Évolution. Alors, je vous disais, la relation entre Meg et Simon évolue un tout petit peu, tranquillement. Je trouve ça bien comme évolution. J'aime vraiment le rythme où ça évolue, le fait que ce soit très lent et très mimi et très innocent et qu'ils ont vraiment une relation... Meg, elle prend un peu Simon comme un animal, comme un animal de compagnie, quoi, qui la réconforte. Et lui, il la prend un peu comme un louveteau, un enfant, etc. Donc, je trouve ça vraiment mignon. Et s'ils vont plus loin, ils vont le faire très lentement à leur rythme, etc. Et je trouve ça cool, je trouve ça reposant. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais souvent les filles sont beaucoup plus à même de faire des relations amoureuses que je trouve mimi et acceptables. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. À part ça, évolution, il n'y en a pas au niveau des personnages, comme je vous disais. Les flics, ils avaient déjà compris qu'il fallait prendre les surnaturels au sérieux. Les surnaturels avaient déjà commencé à se dire qu'ils allaient épargner certains humains. Donc tout ça, c'était déjà là. Ça va se confirmer, mais rien de vraiment nouveau. Donc non, évolution, il n'y en a pas beaucoup. L'univers des lieux et créatures, comme je vous disais, on a vu des nouveaux élémentaires, on a vu les aînés, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, on a vu qu'il y avait d'autres moissonneurs, je crois qu'ils s'appellent, comme Tess, qui allaient aussi un peu défoncer des villes et se nourrir de la vie des gens, etc. On a vu pas mal de nouvelles choses et c'est intéressant à ce niveau, et comme je vous dis, on a une vision beaucoup plus globale du monde, de ce qui se passe dans tel ou tel continent, de qui est d'accord avec ce que font le mouvement des racistes ou pas, quels hommes politiques le sont, quels hommes politiques le sont pas, qui les soutient, qui les soutient pas, la police qui les soutient pas, certains maires qui sont pour, certains maires qui sont contre, ce genre de trucs. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est plus politiquement que c'était intéressant. On a encore quand même des nouvelles créatures, etc., mais on en avait beaucoup déjà vu avant. Donc un petit plus à ce niveau, mais c'est pas non plus complètement exceptionnel. Logique et cohésion. Alors j'ai trouvé une petite croquette ou un petit bug, mais moins grand que dans les précédents. Il y a une anecdote que j'ai trouvée très drôle par ailleurs, mais potentiellement incohérente. Il y a un loup qui écrit un courrier, je sais plus si c'est à Simon ou si c'est un autre loup, mais qui écrit un courrier à quelqu'un de l'enclos, puisque eux, c'est des spécialistes des humains maintenant, aux yeux des surnaturels, pour dire oui, j'ai rencontré une femelle humaine, on a passé une soirée ensemble, etc. Et ensuite, on est allé dans sa voiture, elle m'a dit qu'elle voulait s'amuser, je me suis retenue de lui dire qu'une voiture, c'était quand même pas ouf pour s'amuser, qu'il y avait une jolie prairie pas très loin qui aurait beaucoup plus fait l'affaire. On est allé sur sa banquette arrière, je me suis aussi retenue de lui dire c'est quand même con, tu veux t'amuser, t'as même pas de jouets. Ensuite, elle a commencé à mettre sa langue dans ma bouche, donc j'ai pensé qu'elle avait faim, donc je lui ai régurgité de la viande dans la bouche. Là, elle m'a mis une gifle et elle s'est barrée, j'ai pas compris. Donc j'ai trouvé ça drôle, mais je me suis dit, bon, dans les tomes précédents, il nous avait dit que les loups, et globalement les surnaturels, savaient à l'odeur si les humains étaient excités ou non, globalement pas que les humains, qui savaient si les partenaires du sexe opposé étaient excités ou intéressés ou quoi, ou non, par rapport au flair. Donc moi je pense que ce loup, à moins qu'il était enrhumé, il aurait dû savoir que la femme était excitée et que c'est ça entre guillemets qu'elle voulait, à moins aussi qu'il soit très stressé, parce que des fois quand on est très stressé, on remarque pas des choses, c'est pour ça que je me dis que c'est une incohérence moins grosse que les précédentes. Il se peut qu'on voit pas un truc complètement évident, les voyants seront bien d'accord sur le visuel, des fois quand on est angoissé, on peut ne pas voir un truc, et même les bigleux seront d'accord avec moi pour dire, des fois voilà, on peut être inattentif et se prendre des portes dans notre propre maison ou ce genre de truc alors qu'on est supposé savoir où c'est, on a la tête ailleurs, on est dans la nuit, on est fatigué, tout ça. Je pense que c'est pas impossible qu'un loup stressé
n'ai pas compris, mais globalement, cette anecdote, je l'ai trouvée à la limite de l'incohérence, même si elle m'a beaucoup fait rire. Et donc j'aime bien, d'un côté, voilà, cette anecdote représente bien à la fois les qualités et les défauts du livre, que des fois, pour écrire un truc drôle et mignon, on privilégie un peu le sensationnalisme à la cohérence, quoi. C'est le truc qui m'avait marqué, comme je vous ai dit la dernière fois avec la poubelle, le fait que les loups signalaient la poubelle en disant il faudra bientôt la changer. Moi, je peux vous dire encore, hier, je suis sortie avec Galen et on a fait une balade dehors, on a croisé une poubelle, elle en a fait le tour plusieurs fois pour la renifler, elle est restée longtemps avec le nez par terre, en train de faire le tour de la poubelle avec un air complètement passionné. Je ne pense pas qu'elle faisait ça pour se dire ces humains devraient vider cette poubelle. Je pense vraiment qu'elle disait c'est passionnant ce qu'ils ont mis ici, dis donc. Donc voilà, je pense pas trop que les loups... Mais après, encore une fois, je vous dis, c'est des loups qui s'humanisent et qui eux-mêmes ont peur de devenir trop humains, donc quand tu mélanges les deux, peut-être que ça peut faire des loups sensibles olfactivement, mais maniaques. C'est pas complètement impossible. Sinon, logique et cohésion sur la globalité de l'histoire, de ce qui se passe avec les éléments, etc., j'ai trouvé ça bien. Et j'ai pas vu d'autres incohérences. Mystère et découverte, on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer, combien les humains vont prendre cher, comment ils vont réagir, on a envie de voir les catastrophes, c'est vraiment pas mal à ce niveau. Peut-être que ça aurait pu être plus, encore une fois, j'ai trouvé que certaines personnes étaient mortes un petit peu trop vite, ou que certaines villes, on n'a pas assez vu de scènes de grosse extermination. Vous allez me dire, mais t'es vraiment malade, mais oui, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, moi on m'a teasé pour ça, je voulais voir ça. Bon, je m'aurais préféré que ce soit plus long et plus détaillé, mais on en a quand même pas mal. L'écriture, elle est toujours comme avant, ni plus ni moins. Comme je vous dis, peut-être moins d'incohérence. Moi, j'ai eu un peu plus de mal à suivre, mais voilà, c'est ce format lettre, je pense, qui m'a perturbée. Je pense aussi que, justement, j'ai eu plus de mal à suivre parce que ça change beaucoup de persos sur des persos qui, je dois quand même l'admettre, parce que bon, j'aime bien cette saga, donc je suis indulgente, mais des persos qui n'ont pas été énormément caractérisés. La seule chose qu'ils ont, c'est une race, un nom, une ville, et sinon ils sont un peu définis en creux par rapport aux humains pour dire que eux ils sont choqués par ce que font les humains, qu'eux ils sont pas d'accord avec ça, qu'eux ils sont plus proches de la nature, que ceci. Comme je vous dis, Vlad il est assez vide, et c'est pas du tout le seul en fait. La plupart des persos qu'on suit, on les aime bien parce que voilà, c'est un loup, c'est un chef de meute qui se préoccupe des siens. Jackson, ça, il aime bien... Espoir, il la protège et il a une compagne qui est sympa aussi et tout, donc ils sont vraiment pas détaillés, donc moi j'ai un peu de mal à me rappeler qui est qui, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc c'est un peu compliqué, et puis comme je vous disais, on a des chapitres avec le point de vue de personne. À la limite, je pense que j'ai préféré ceux-là. Comme je vous disais, à Celle Romano, où on nous explique, oui, les habitants dans les villages, on a emmené leurs enfants, on les a forcés à s'enrôler dans l'armée, et ils leur ont dit, rappelez-vous des traditions, on vous oblige à y aller, donc allez-y, mais le moment venu, ne tuez pas des surnaturels, faites-leur comprendre que vous êtes de leur côté, ils espèrent qu'ils les épargneront, et eux-mêmes, ils font des offrandes et tout ça. On ne suit pas de perso précis, mais on comprend très bien que, en gros, c'est les gens justement qui vivent dans les grandes villes et les politiciens et tout ça, et qui clairement qui tripent sur leur propre pouvoir et qui ont un peu oublié les forces de la nature, qui foutent la merde, et que les habitants des villages qui vivent dans les campagnes ou autres, eux ils s'en rappellent et qui sont pas d'accord avec ça, et ça nous montre aussi que l'humanité est pas complètement achetée, qu'il y a quand même encore des gens bien, même si vous allez peut-être me dire oui, les gens bien c'est les soumis, machin, on n'est pas d'accord, on pense que si on vous donne le choix entre être soumis ou exterminer des gens, au bout d'un moment, c'est peut-être quand même mieux d'être soumis, quoi. Au final, vous voulez lutter pour vos droits, etc. Oui, c'est compréhensible, mais faites-le pacifiquement, en fait. Si c'est pour attiser la haine et buter des louveteaux, des enfants, etc., hacher des filles menues pour en faire de la viande, etc., bon, ça n'est pas quelque chose de positif. Après, vous allez peut-être me dire, oui, mais du coup, là, on nous dit qu'il faut se soumettre à la nature, alors que non, toi-même, t'étais d'accord pour dire qu'il faut hacker la nature. Oui, mais justement, hacker, c'est en douceur. Il faut pas y aller frontalement, en fait. Sinon, on se prend juste des baffes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, comme justement, les louveteaux, les chiens et tout ça, qui se font mater quand ils sont petits par leurs parents et autres, pour apprendre un peu les leçons de la vie et savoir à qui on peut s'en prendre et à qui on peut pas s'en prendre, et essayer d'être un peu plus malin que ça, plutôt que de se croire toujours supérieur, et de pas chercher à comprendre, en fait. Donc après, oui, si vous voulez devenir plus fort par la ruse, moi je vais pas dire que je suis pas pour l'obscurantisme, je vais pas dire qu'il faut pas que l'humanité progresse, etc. Mais clairement, il faut le faire en harmonie avec ce qui nous entoure,
en comprenant vraiment ce qui nous entoure justement, et pas en étant dans le déni, etc. Voilà pour la parenthèse, pour dire que j'ai bien conscience aussi que j'aime ce livre parce que c'est un peu un biais de confirmation pour moi. J'aime pas l'humanité, j'aime bien la nature, j'ai envie que l'humanité soit défoncée par la nature, mais après je suis quand même capable d'en parler à tête reposée et de voir les choses de manière plus nuancée. C'est juste que niveau des fouloirs, ça me plaît bien. Poésie et contemplation, je vous disais, il y en a encore dans la description, genre d'océan, des catastrophes naturelles ou ce genre de choses, mais je trouve pas qu'il y en ait eu beaucoup. On était vraiment plus dans l'action. Suspense et action, par contre, il y en a vraiment beaucoup. Je vous disais depuis longtemps, voilà, j'attendais la guerre. Là, la guerre est là et elle est bien. Elle est vraiment bien. Comme vous pouvez vous y attendre, c'est les humains qui commencent à foutre la merde, qui font des plans fourbes pour tuer les loups, en massacrant leurs troupeaux de bisons de manière ostentatoire pour que les loups se disent on n'en peut plus de ces humains de merde, on va les défoncer. Et en fait, eux, ils viennent armés avec des fusils automatiques et tout ça, enfin des armes semi-automatiques et tout. Ils se posent vraiment en embuscade et ils défoncent des meutes entières de loups avec ce genre de piège. Évidemment, la riposte des surnaturels va être assez importante. Ils en massacrent vraiment plein et du coup, eux, ils se sentent vraiment supérieurs parce qu'ils se disent voilà, nous, on a la technologie, on a les moyens, c'est pas quelques petits loups qui vont nous faire peur. Et clairement, si les surnaturels n'étaient que quelques petits loups, ils les auraient défoncés. Mais au-dessus, il y a les élémentaires et les aînés, et ça, les humains ne peuvent clairement pas les défoncer. Dialogues, ils sont toujours sympas. Il y a toujours eu un moment des sous-entendus ou des choses un peu qui m'ont demandé des efforts où j'étais pas sûre de bien tout comprendre. Mais globalement, ça a été. Crédibilité, réalisme, j'ai pas vu de problème. Comme je vous disais, des fois, les surnaturels peuvent avoir une naïveté qui peut nous sembler exagérée. Mais, par exemple, il y a des moments où, je crois que c'est un vampire, je crois que c'est Tolia, qui dit une expression du genre, un truc avec les chapeaux. En tout cas, il sort une expression et il dit oui, c'est bien comme ça qu'on dit. Et comme on est de son point de vue, il nous dit oui, en fait, il savait très bien que c'était comme ça qu'on disait, mais ça a mis l'humain à l'aise qu'il lui dise ça, parce que voilà, ça l'a fait sourire, il a pu le rassurer en lui disant oui, etc. Et donc ça a contribué à ce qu'ils aient un bon rapport. Donc en gros, il regrette pas de l'avoir dit. Encore une fois, ça nous montre que les vampires sont plus manipulateurs que les autres, plus humains en ça. Mais ça nous montre aussi que cette naïveté qui peut des fois paraître surfaite, des fois ils la surfont un peu volontairement, parce que c'est leur manière aussi d'être amicale avec les humains et de leur montrer qu'ils essayent pas forcément justement d'être que là pour leur dire on vient vous écrabouiller, on vient vous dire soumettez-vous, etc. Ils sont aussi capables de se comporter justement avec un minimum de savoir-vivre et de respect, d'égard, voilà. D'égard, c'est ça le mot que je cherchais pour les autres. Sympa, je trouve, au niveau dialogue. Originalité côté marquant, non, j'irai pas jusque-là. Note globale, je vais rester à 7. Vous allez me dire, t'aurais peut-être pu monter à 8, tu voulais la guerre, il y a la guerre. Oui, mais comme je vous disais, il y a ce truc des courriers qui m'a pas trop plu. J'ai eu un peu de mal à suivre, trop de persos pas assez caractérisés. Autant moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup de persos, hein, donc trop de persos, je dis ça, mais il faut le prendre comme un tout, trop de persos pas assez caractérisés. J'aurais préféré que ce soit plus long et qu'on ait vraiment plus de background sur les persos secondaires et qu'ils soient vraiment mieux définis les uns et les autres, qu'on connaisse un peu plus leurs forces, leurs faiblesses, leurs angoisses, tout ça. Maintenant je commence à me rappeler Monty, qui c'est. Enfin, Monty / Montgomery, mais avec sa fille Lydie et tout ça, et toute son histoire, mais par contre, les autres, genre Debany, tout ça. Bon, McDonald's, je sais que c'est celui qui est mort, donc ça va, mais... mais voilà, Burke, c'est le nouveau qui est arrivé, donc ok. Mais Debany, par exemple, je sais juste que c'est un flic qui était déjà là, qui est pas mort. Je suis incapable de dire un élément de sa personnalité. Donc bon, c'est quand même un peu dommage. Et malheureusement, c'est le cas avec beaucoup de surnaturels qu'on voit maintenant. Comme je vous dis, on connaît de plus en plus de gens dans de plus en plus de villes différentes. Ce qui est bien, c'est que du coup, ils s'envoient des courriers. On apprend qu'il y a des villes qui ont été complètement anéanties, d'autres qui ont été plus épargnées, des villes où les élémentaires, enfin les aînés et tout, se demandent s'ils vont les anéantir ou pas. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, elle, Jean, la fille que Meg connaissait au début, qui était dans la même institution qu'elle, qui a une vision, donc ce que vous allez peut-être me dire, mais ce que tu dis c'est un spoil, qu'il y aura des villes anéanties, qu'il y aura des villes qui ne le seront pas, etc. Bof, parce qu'en début de bouquin, il y a cette fameuse Jean qui a une vision qui montre une carte du pays avec des flambeaux très éparpillés et plusieurs qui sont presque éteints sur des emplacements avec des noms de villes. Donc c'est assez parlant, entre guillemets, et on se doute que ça va se passer. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, on l'apprend au fur et à mesure, comme je vous dis, les humains qui déclenchent l'offensive, qui se croient vainqueurs, et puis après ça riposte et tout. Je suis pas sûre que ce soit très grave que je vous dise ça. L'important, c'est de savoir comment ça va se passer. Vraiment, qu'est-ce que les humains font faire précisément, comment les loups vont, dans un premier temps, tomber dans le panneau, qu'après les autres vont se venger, et puis voir aussi qui fait quoi. Parce que voilà, Mark Griff, il est toujours là pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire exactement, comment ça va se passer. Pareil, chez les gentils, il va y avoir des morts, je vous dis pas qui. Il y en aura plusieurs, et il y aura des scènes assez poignantes, tristes, etc.
Bon, moi, c'est pas quelque chose qui me touche énormément, comme je vous dis, trop de persos, pas assez caractérisés. Du coup, quand ils meurent, je suis un petit peu attristée, mais pas plus que ça. Mais en tout cas, il y en avait, on avait eu leur point de vue, et donc et on connaît des persos qui sont touchés par leur mort, donc ça fait quand même un peu mal. Et on sent que là, ça a été assez vénère au niveau des pertes, et ça attise encore plus la rancœur qui fait qu'on va se venger et tout. Une grosse guerre avec tout qui pète, et beaucoup d'action, et j'ai aimé pour ça, mais pas plus qu'avant, parce que comme je vous dis, j'aurais vraiment aimé qu'on ait plus les émotions des persos, des pensées, etc. Et là, on est vraiment que dans l'action. Donc voilà, du coup, je vais quand même spoiler un peu, même si j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, j'en ai bien conscience. Je vous ai dit que les loups, ils ont malheureusement foncé tête baissée pour aller se venger du fait que les humains tuaient leurs bisons. Meg a essayé de les avertir, malheureusement, elle est arrivée un peu trop tard. Elle a réussi à prévenir le fameux Joe, que je vous disais qu'on a suivi son point de vue et qui est un chef de meute du coup des loups, qui a essayé donc d'aller arrêter la meute, mais la meute ne lui a pas obéi. Il a quand même continué de leur courir après en leur disant c'est un piège, etc. Du coup, il s'est fait tuer avec eux. Enfin, la scène est quand même assez horrible, même si, encore une fois, je vous dis, j'avais du mal à me rappeler de quelle était vraiment sa personnalité, et donc, ça m'a pas non plus vraiment traumatisée, on va dire. Mais la scène était écrite d'une manière où c'était touchant, et puis on était vraiment dégoûtés par les humains, parce que, en fait, Joe, en mourant, il se retransforme à moitié en humain, et il y a des humains qui commencent à culpabiliser un peu en voyant un mec à moitié humain mort, et il y en a un d'ailleurs qui dit, oui, tu veux pas qu'on l'enlève de la pile de cadavres, parce que les humains veulent se prendre en photo devant la pile de cadavres de loups pour dire, regardez ce qu'on a fait, regardez comme on est balèze, et il y en a un qui dit, mais celui-là, il est à moitié transformé en humain, on va peut-être l'enlever, parce que c'est un peu choquant, et il y en a un qui dit, bah non, sinon les gens pourraient nous accuser d'avoir massacré juste des animaux, là ça prouve bien que c'était les surnaturels, donc laisse-le là, et voilà, de toute façon, ces saloperies, ils sont pas humains, ils en ont que l'apparence, etc. Donc ils le laissent là, et donc il y a tous les journaux qui ont un peu en image de une, ce tas de cadavres avec un loup à moitié humain au-dessus, et ça choque un peu tout le monde, même des gens qui étaient pas... des gens qui étaient entre guillemets sympathisants du mouvement raciste. Et ensuite, je vous disais, il y a les aînés qui vont leur mettre aussi un panneau, je crois, avec une faute d'orthographe. C'est un message un peu naïf, mal écrit, etc. Pour dire genre nous avons vu, ou les humains se foutent de leur gueule et répondent oui, qu'est-ce que c'est que ça, ils sont même pas capables d'écrire, retourner à l'école, ça provient que ces êtres surnaturels sont complètement stupides, etc. Et ensuite, il y a des journalistes qui vont pour essayer de couvrir l'événement, pour aller prendre des photos, des pancartes, etc. qui sont apparues. En fait, quand ils arrivent là-bas, ils trouvent la ville en mode vide fantôme. Eux-mêmes, ils vont se retrouver coincés au milieu de... Je crois qu'il y a je sais plus s'il y a des tornades, de la neige ou des conneries. Et puis après, ils voient les silhouettes, encore une fois, des aînés, etc. Et ils ont vraiment très peur de crever. Il me semble qu'on les laisse partir, mais ils ont vraiment flippé leur race. Donc ils vont couvrir l'événement d'une manière un peu... moins à charge certainement, vu ils se seront un peu fait dessus en passant. Et ensuite, les élémentaires discutent un peu avec les loups, etc. en disant qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'attaquer aux humains, et lesquels on épargne, lesquels on tue. Dès le début du livre, il pose la question, qu'est-ce que vous voulez garder des humains ? Simon demande un peu à Meg ce qu'elle en pense, et elle dit, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on doit garder comme invention, etc. Alors oui, ça veut dire ça veut dire aussi, qu'est-ce que vous devez garder des humains dans vos comportements à vous, vu qu'ils prennent de tous les prédateurs. Les humains ont prouvé qu'ils étaient des prédateurs d'un côté, mais d'un autre côté, ils ont prouvé qu'ils étaient dégueulasses. Donc qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, etc. Mais aussi, qu'est-ce que vous voulez garder des humains ? Ça veut dire, de manière très littérale, qu'est-ce qu'on supprime et qu'est-ce qu'on laisse, sachant qu'on va en virer un bon 90%, vu qu'ils nous ont bien saoulés. Donc cette question est vraiment toujours en filigrane tout le long du livre. Une fois qu'ils en ont discuté, les loups et les élémentaires se disent qu'il faut faire une diversion. Donc ils commencent par foutre le bordel sur le plan climatique, mais sans vraiment rien démolir de spécial, juste où les gens ne savent plus où donner de la tête, parce qu'il y a des ouragans, du blizzard, des trucs complètement invraisemblables, qui sont même pas cohérents avec les saisons, etc., des rats de marée et machin. Et en fait, finalement, ils vont tout défoncer. Alors à Tahïtia, ils vont laisser, comme je vous disais, quelques villes qui vont être des petits flambeaux égarés un peu dans la région, les villes des Intuites, quelques villes de gens
étaient encore à peu près sympas, ou qui étaient dirigés par les surnaturels, mais pas beaucoup. Et par contre, à Sel Romano, ils vont tout péter, sauf très certainement les petits villages des gens qui leur ont mis des offrandes et qui leur ont dit nous, on se rappelle, et vous êtes nos amis, etc. Mais sinon, ils ont tout pété. Donc Sel Romano va redevenir sauvage. Les aînés vont aussi mettre des grosses restrictions. Donc les humains qui ont survécu et les surnaturels qui parlent avec eux ont dit nous on aimerait bien garder les trains, etc. pour pouvoir continuer à faire circuler des marchandises et tout. Les élémentaires et les aînés et tout ont dit non, les trains ça dégage. Ou du coup comme ils ont voulu faire un compromis, ils ont dit ok les trains mais que le jour et que si c'est pour les surnaturels ou les amis des surnaturels. Donc en gros les humains ils sont obligés de faire ami-ami avec les surnaturels s'ils veulent pouvoir se livrer des marchandises et compagnie. Et aucune marchandise par bateau n'a le droit d'être livrée à Sel Romano. Donc là-bas, ceux qui restent, ils se débrouilleront tout seuls. Je sais plus si c'est Meg ou une autre fille qui demande à Simon ou à un loup, alors qu'est-ce qu'ils vont faire les humains là-bas, etc. Et le loup ose pas trop lui dire la vérité parce qu'il se doute bien que les humains vont avoir du mal à survivre. Donc il dit ils se débrouilleront, ils vont cultiver leurs terres, etc. Ils vont survivre. On nous dit après, il se retenait de lui dire que peut-être qu'ils seraient pas assez nombreux pour se remultiplier et pour repeupler le continent. Peut-être que leur espèce là-bas va disparaître en 1 ou 2 générations, quoi. Quelque part, ils l'ont bien cherché. Donc voilà, du point de vue de Meg, de Simon et compagnie, on va voir la ville se prendre toutes les catastrophes climatiques, quelques humains qui vont vouloir venir foutre la merde et qui vont se faire tuer par Tess principalement, par un vampire aussi je crois. Je ne crois pas que les élémentaires ont eu besoin de beaucoup participer, les aînés un peu. Oui, les aînés vont les achever. Je me suis retenue évidemment de ne pas vous spoiler la fin de Margriffe, qui était trop courte à mon goût. Margriffe qui voulait s'enfuir de Taïsia en bateau pour rejoindre Sel Romano parce qu'il est... En fait, il y avait beaucoup de catastrophes climatiques à Taïsia, mais à Sel Romano, ils en avaient pas trop mis au début, justement pour faire une diversion. Donc lui, il a voulu s'enfuir en bateau. Il y a le fameux Stavros, donc vampire, qui était parti sur le bateau avec eux, et qui avait parlé aux Shargar, donc des métamorphes requins, qui s'étaient fait tuer en masse parce que au début du livre, il y avait des humains racistes qui avaient balancé des produits empoisonnés dans l'eau pour tuer justement les Shargar. Et c'est justement pour ça qu'Océan a été énervé contre eux et qu'elle a décidé de les défoncer. Donc ils auraient vraiment mieux fait de s'abstenir sur ce plan-là aussi. Océan a envoyé sur les rives de Sel Romano plein de poissons morts parce que c'est ce qui a été créé par ces produits toxiques et tout. Et du coup, les Shargar, ils ont aussi bien la haine. Donc les Shargar nageaient à côté du bateau en disant à Stavros, quand est-ce que tu nous envoies à bouffer ? Et il leur a fait une petite blague aussi. Alors tu sais comment on appelle la nourriture qu'on vend sur les bateaux et tout, des humains en boîte. Bon, voilà, c'était pas très drôle, mais c'était prévisible et c'est pas dégueulasse, je trouve. Enfin, j'aime bien ce genre de petits trucs. Du coup, Stavros a fait genre, il discute avec Margriffe. Margriffe qui était en mode tiens, je vais peut-être te recruter vu que Stavros c'est un vampire donc il a l'air humain et en plus il avait l'air plutôt classe et tout donc il était en mode tiens voilà mais pour qui vous travaillez etc. Puis il lui a dit au dernier moment malheureusement il l'a tué quasiment tout de suite après, enfin il l'a un petit peu égorgé si je me souviens bien et ensuite il l'a foutu à l'eau, il lui a bien montré qu'il y avait les Shargar et tout dans l'eau et il l'a ressorti 2-3 fois de l'eau avant de le laisser se noyer et se faire bouffer. Je trouvais quand même que c'était un peu court. Le mec, c'était vraiment le grand méchant du clan des racistes, et donc j'aurais bien aimé qu'il souffre plus longtemps. Les villes, évidemment, qui contenaient les gens qui ont massacré les loups, etc., je vous avais dit, on les a retrouvés en mode ville fantôme après. On a vu pas mal d'endroits se faire défoncer, et comme je vous disais, il y a eu Joe qui s'est fait tuer chez les loups. Je crois qu'il y en a quand même eu 1 ou 2 autres loups qu'on connaissait qui sont morts. Il y a eu 2-3 morts chez les gentils, mais à part Joe, je vais pas être capable de vous les ressortir. Et oui, il y a eu aussi comme moment drôle, barblique mignon, Meg, quand les aînés étaient en train de se balader dans leur ville. Elle était enfermée avec Sam et Bug et Chester, donc le coyote, dans l'écurie des poneys élémentaires. C'est elle qui avait voulu aller là-bas parce qu'elle se sentait trop mal là où il y avait trop d'humains. Elle avait trop de démangeaisons et elle se disait que si elle était là-bas, elle pourrait pas se retenir de se couper. Donc elle a fait chier tout le monde pour aller là-bas parce que du coup ça a paniqué plein de gens qu'elle soit dehors alors qu'il y avait la tempête et tout. Bon, elle a fini par y aller, et là-bas, en fait, quand elle a entendu les aînés passer juste à côté, il y avait Sam et Bug et tout qui étaient en mode non, fais pas de bruit, genre il faut pas qu'on se fasse repérer. Et elle a eu une intuition contraire. Elle s'est dit si on est silencieux, ils vont se dire qu'on est des ennemis. Avant, il y avait les loups qui lui avaient expliqué qu'ils hurlaient pour dire je suis là, et que quand il y avait des loups qui hurlaient dans une ville, ça voulait dire dans cette ville est approuvée en gros, donc ne la détruisez pas. Et les villes silencieuses où il n'y avait pas de loups pour hurler, c'est des villes qui se sont fait massacrer.
Donc soudainement, Meg s'est dit non, c'est pas la bonne tactique d'être silencieux, donc elle a hurlé. Bon voilà, c'était une humaine du coup qui a essayé d'hurler comme un loup. Et donc les petits loups l'ont suivi après, et apparemment genre elle a entendu un rire qui s'est un peu foutu de sa gueule de la part d'un aîné qui après s'est barré. Et après, dans les messages des aînés, ils ont dit oui, donc c'est la non-loup qui hurle ou un truc comme ça à propos de Meg. Et apparemment ça les a bien fait rigoler, et ça a compté dans leurs décisions futures aussi de ne pas complètement enlever les trains, de ne pas détruire toutes les villes, etc. Parce qu'ils se sont dit, bon, ok, elle est sympa, les filles comme elle sont sympas, donc si on nous dit que ça la concerne, que ça concerne ce type d'humain, etc., on laisse. Comment ça se termine entre Simon et Meg, pour que je vous disais, ça avance un petit peu, mais pas beaucoup, et j'ai bien aimé. En fait, comme je vous disais, Meg, sa problématique, c'était que avec les cartes, elle a moins besoin de se couper pour découvrir l'avenir, puisqu'elle a quand même des petits avant-goûts grâce aux cartes, mais elle n'a pas le plaisir, l'espèce d'euphorie, quoi. Et donc elle se demande, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'accéder à l'euphorie, parce qu'elle est clairement en manque. Elle demande ça aux cartes, et elle retourne une carte sur laquelle il y a un homme et une femme qui se donnent la main, je crois, avec une lune en forme de cœur derrière, un truc comme ça. Il y a une carte qui représente l'amour. Et donc elle se demande, elle se dit, mais l'amour, ça pourrait donner une euphorie, je sais pas trop. Moi, quand je pense au mec, ça m'angoisse et tout. Après, elle se dit, bon, c'est vrai que Simon, c'est pas un mec, au moins c'est un loup, il est pas comme ça, etc. Ou je sais pas, peut-être que. Donc voilà, elle se demande, est-ce que l'amour, ça peut provoquer de l'euphorie? Est-ce que ça peut remplacer l'addiction? Et je me suis dit que c'était une manière vraiment originale d'aborder le problème et que c'était vraiment cohérent avec la psychologie du perso et tout, donc ça c'était sympa. Simon, depuis le début, il la voit vraiment comme un louveteau plus que comme une compagne. Donc j'attends de voir comment ça va évoluer, à part, comme je vous disais, qu'il était jaloux quand elle parlait à d'autres mecs. Ou aussi, oui, quand il aime bien la lécher. Et il se dit qu'apparemment, on n'a pas le droit de le faire sous forme humaine, donc il se transforme en loup pour lui lécher la main, des trucs comme ça. Il dit qu'il aime bien son goût et tout. Mais encore une fois, ça a l'air vachement innocent quand il le dit, et de la manière dont c'est dit. Donc on peut se douter qu'il serait pas contre aller plus loin, mais qu'il y pense pas, en fait. Enfin, qu'une fois que ça se posera devant lui, il se dira peut-être oui, mais qu'en tout cas, actuellement, il est pas dans cette optique-là. Et donc, à la fin, elle dit qu'elle veut voir Simon tout seul, tout nu dans l'eau, parce que jusqu'à maintenant, Simon, à chaque fois qu'il allait se baigner, il se transformait en loup, parce qu'il savait que Meg, elle avait été angoissée la seule fois où elle l'avait vu tout nu. Donc, comme il n'avait pas compris pourquoi, par défaut, il a toujours évité depuis de se retrouver tout nu devant elle, et donc il était toujours transformé en loup quand il se baignait, et il s'amusait à l'éclabousser, etc. Et donc, ils avaient des jeux dans l'eau, mais pas en humain. Et donc là, elle lui a demandé de venir tout seul et sans Sam. Alors lui, il s'est dit, mais pourquoi sans Sam et tout donc voilà, elle lui a donné rendez-vous là-bas. Et ensuite, il a vu qu'elle était hyper stressée, donc il lui a dit, mais pourquoi? On n'est pas obligé d'y aller et tout. Parce que lui, il comprenait déjà pas pourquoi elle voulait qu'il vienne, donc en plus, il comprenait encore moins pourquoi elle lui a demandé ça tout en étant stressé. Et finalement, ils y sont allés. Quand ils étaient là-bas, il a commencé à jouer avec elle et il s'est amusé à l'éclabousser, lui lécher le nez, enfin faire les conneries qu'il faisait aussi quand il était en loup, parce que pour la détendre entre guillemets. Et du coup elle a fini par se détendre aussi et ils ont bien joué, bien rigolé, et après ils se sont allongés sur l'herbe à côté, ils sont restés comme ça l'un à côté de l'autre, et donc ils ont passé un bon moment, et le livre se termine là-dessus. Et je me dis, ouais, en fait, j'aime bien cette évolution, j'aime bien cette manière de faire. Pour l'instant, lui, il a absolument pas compris où Meg voulait en venir. Elle est vraiment en train de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je teste ça? Jusqu'où je vais aller? Est-ce que ça va casser quelque chose entre nous? Mais elle le fait parce que elle essaye de survivre à son manque de l'euphorie de ses coupures. Ouais, je trouve que c'est vraiment une manière originale d'aborder une relation amoureuse, et même leur rapport entre eux, je vous dis, je le trouve très mignon, et je trouve qu'il ressemble pas du tout à ce qu'on voit d'habitude. Ce côté beaucoup plus innocent, enfantin, vraiment le côté relation un peu plus animal-enfant que homme-femme. Je trouve ça beau, je trouve ça reposant, et c'est pas comme d'habitude, donc je valide vraiment ça. Donc ça fait partie pour moi des bons côtés du livre, et vous pouvez en profiter parce que ce sera pas tous les jours que je vous dirai du bien d'une romance. Donc là oui, je trouve ça mignon, je valide. Et du coup, je suis quand même assez motivée pour lire le 5e et dernier tome de cette saga. Après, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a une saga qui se passe dans le même univers qui s'appelle Le Monde de Meg Corbin. Je la lirai probablement, mais peut-être pas tout de suite. Le dernier tome de la série Meg Corbin en elle-même, ce sera le 5e et prochain. Je sais pas si j'enchaîne avec ça ou si je vais faire autre chose entre les deux, je ne sais pas encore, mais vous le saurez vous aussi bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et salut!